Bonjour à tous et bienvenue dans French Easy Podcast pour une meilleure vie, un espace où nous apprenons un français pratique pour les conversations et les idées du quotidien. Je suis Emma et je suis vraiment heureuse que vous soyez ici. Et moi, c'est Georges, votre co-animateur. Bonjour à tous. Est-ce que tu t'aimes? Je veux dire, vraiment. Pas quand tu réussis, pas quand tu es entouré, pas quand tout va bien. Mais là, maintenant, comme ça, sans rien prouver, est-ce que tu t'aimes? Je veux dire, vraiment? Pas quand tu réussis, pas quand tu es entouré, pas quand tout va bien. Mais là, maintenant, comme ça, sans rien prouver. Question difficile. Question difficile. La plupart des gens répondraient oui sans réfléchir. Mais si on gratte un peu, Si on gratte, on trouve souvent du vide. Ou pire, du mépris. bienvenue dans l'émission. Je vais commencer par quelque chose de personnel. Pendant longtemps, je pensais que je m'aimais. Je disais les bonnes choses. Prends soin de toi. Sois gentille avec toi-même. Mais dans les moments difficiles, quand je ratais quelque chose, quand quelqu'un me rejetait, la voix qui parlait dans ma tête était violente. T'es nulle. Forcément, ça devait arriver. Qu'est-ce qui t'a pris de croire que tu méritais mieux? Et cette voix, tu l'entendais comme la vérité. Exactement. Je ne me disais pas je suis en train d'être dur avec moi. Je me disais je vois la réalité en face. C'est ça le piège. On confond souvent l'estime de soi avec la performance. On croit qu'on s'aime, mais en réalité, on s'accepte à condition. Je m'aime quand je réussis. Je m'aime quand je plais. Je m'aime quand je contrôle tout. Et dès qu'une de ces conditions n'est plus remplie, l'estime s'effondre. Parce qu'elle n'était pas construite sur du solide. Du coup, on court après quelque chose qui recule sans cesse. Voilà. Et plus on court, plus on s'éloigne de la vraie question. Qui est? Est-ce que j'ai de la valeur? Juste parce que je suis vivant? Personne ne m'a jamais appris à me poser cette question. Parce qu'on nous apprend à faire, pas à être. On nous évalue sur nos résultats depuis l'enfance. Notes, comportements, comparaisons. Alors on finit par croire que notre valeur se gagne. Et si on ne gagne pas assez, on se sent indigne. Exact. Et c'est là que commence le vrai problème. Il y a quelque chose qui me gêne dans le terme amour de soi. Ça fait un peu narcissique, non? Beaucoup de gens font cette confusion. Ils pensent que s'aimer soi-même, c'est se regarder le nombril, se trouver supérieur, ignorer les autres. Et c'est pas ça. Non. L'ego et l'amour de soi, c'est presque l'inverse. Expliquer. L'ego, c'est cette partie de nous qui a besoin de se prouver, qui veut être le meilleur, qui a peur d'être insignifiant, qui compare tout le temps. L'ego est fragile. Il a besoin de validation extérieure. Comme quand quelqu'un se vante tout le temps. Exactement. Le vantard en général ne s'aime pas vraiment. Il essaie de combler un vide. L'amour de soi, lui, n'a rien à prouver. Donc quelqu'un qui s'aime vraiment n'a pas besoin de le montrer. Il peut le montrer, mais pas pour se rassurer. Il partage, il ne mendie pas. La différence est dans l'intention. Je pense à des gens que je connais. Ceux qui crient le plus fort leurs valeurs sont souvent ceux qui doutent le plus. C'est un classique. Plus l'ego est bruyant, plus l'estime de soi est silencieuse. L'ego a faim tout le temps. L'amour de soi est rassasié.
Comment on fait la différence chez soi? Pose-toi cette question. Quand tu fais quelque chose, est-ce que tu cherches à être vu ou est-ce que tu cherches à être en paix avec toi-même? Des fois les deux, non? Bien sûr. On est humain. Mais regarde la proportion. Si la validation des autres est indispensable à ton équilibre, c'est l'ego qui mène. Si tu peux faire des choses sans les montrer et que ça te suffit, c'est l'amour de soi. Faire des choses sans les montrer, c'est dur aujourd'hui. C'est même contre-culturel. Les réseaux sociaux ont transformé nos vies en spectacle. Mais plus on joue pour le public, plus on perd le contact avec soi. Et comme on ne contrôle pas le public, on devient instable. Un jour on est au top, le lendemain on est nul. C'est du yo-yo émotionnel. Et ça ressemble à de la fausse estime. Oui, on appelle ça la contingence de l'estime. Elle dépend de facteurs externes. La vraie estime, elle, est inconditionnelle. D'où ça vient, tout ça? Pourquoi certaines personnes s'aiment naturellement et d'autres non? Plusieurs facteurs. Le premier, c'est l'enfance. La manière dont on nous a regardés. Le regard des parents. Oui, un enfant qui grandit avec des parents qui l'aiment pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il fait, va développer une base solide. Un enfant qui sent qu'il doit mériter l'amour va construire une estime conditionnelle. Je t'aime quand tu es sage. Je suis fière de toi parce que tu as eu 20. Exact. L'intention des parents est souvent bonne. Ils veulent t'encourager. Mais le message reçu par l'enfant, c'est ⁇ Je vaux parce que je produis ⁇ Et ça reste jusqu'à l'âge adulte. jusqu'à ce qu'on fasse le travail de déconstruction. Parce qu'à l'âge adulte, on continue, le patron remplace le parent, les collègues remplacent les frères et sœurs, on reproduit le schéma. Donc, on porte toute une histoire. Oui, et parfois, on porte aussi des traumatismes. Le harcèlement scolaire, par exemple, ou des relations amoureuses toxiques. Chaque expérience peut renforcer l'idée qu'on ne vaut pas grand-chose. Et à force, ça devient une voix intérieure. Une voix qu'on prend pour la réalité. On ne se dit pas ⁇ j'ai été blessé ⁇ on se dit ⁇ je suis nul ⁇ La blessure devient identité. Comment on casse ça? Déjà en comprenant que cette voix n'est pas la vérité. C'est une histoire qu'on s'est racontée. Et les histoires, ça peut se réécrire. On entend beaucoup parler de l'autocompassion ces dernières années. Mais concrètement, c'est quoi? Christine Neff, la chercheuse de référence sur le sujet, l'a définie en 3 parties. D'abord, la bienveillance envers soi-même plutôt que l'auto-jugement. Se parler comme on parlerait à un ami. Exactement. Si un ami venait te voir en pleurant, tu lui dirais quoi? C'est dur, je suis là, tu vas t'en sortir. Et à toi-même, tu te dis quoi dans la même situation? Arrête de pleurer, t'es ridicule. Voilà. Donc la première étape, c'est d'aligner les deux. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Parce qu'on a l'habitude. On croit que la dureté nous fait avancer. Si je suis gentil avec moi, je vais devenir mollasson. C'est un mythe courant, non? Totalement. Les études montrent le contraire. L'autocompassion donne plus de force pour se relever. La dureté, elle, ajoute de la honte à la difficulté. Donc on cumule la difficulté de base plus le mépris de soi. Et ce mépris, il paralyse. Tandis que la compassion, elle, remet en mouvement l'humanité commune. Se rappeler qu'on n'est pas seul à souffrir, que tout le monde traverse des moments difficiles.
Quand je suis dans le mal, j'ai l'impression d'être la seule à qui ça arrive. C'est l'isolement de la souffrance. Mais en réalité, être imparfait, c'est humain. Personne n'est parfait. Personne. Donc au lieu de se dire pourquoi moi, on peut se dire ça arrive à tout le monde. Exact. Ça enlève le côté anormal. Ça normalise. Et la troisième? La pleine conscience. Observer ses émotions sans les amplifier, sans les nier. Juste les reconnaître. Sans se noyer dedans. Oui, là je ressens de la tristesse. C'est désagréable, mais ce n'est que de la tristesse. Ça va passer. Ce n'est pas facile quand on est dedans. Non, mais ça s'apprend, comme un muscle. Il y a un piège quand on parle d'estime de soi. Certains pourraient en se dire je suis comme ça à cause de mon passé. Je n'y peux rien. Oui, le piège de la victimisation. Comment on fait la différence entre reconnaître ses blessures et s'y installer? C'est une nuance importante. Reconnaître, c'est dire « ça m'est arrivé, ça m'a marqué, et maintenant je choisis d'avancer ». S'installer, c'est dire « ça m'est arrivé, donc je suis condamné ». La différence est dans la suite. Oui. Le passé explique, il n'excuse pas. Il donne des clés de compréhension, pas des alibis. Parfois, j'ai peur qu'en arrêtant d'être dur avec moi, je devienne une version moins performante de moi-même. C'est la peur classique. Mais regarde les athlètes de haut niveau. Les meilleurs ont des coachs, pas des bourreaux. Le coach, il corrige, mais il croit en toi. Il te pousse, mais il ne te détruit pas. C'est ça, l'autocompassion active. Ce n'est pas se bercer d'illusions en se disant « tout va bien ». C'est se dire « là, ça va mal, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider ?» C'est plus exigeant que la critique, en fait. Beaucoup plus. Parce que la critique, c'est facile. On tape, on s'arrête là. La compassion, elle, demande de chercher des solutions, de se relever, d'essayer encore. Sans garantie, mais avec une probabilité plus élevée. Les études le montrent. Les personnes autocompassionnées persévèrent plus longtemps. Parce qu'elles n'ont pas peur d'échouer. Elles ont peur, comme tout le monde. Mais elles ne se détruisent pas quand ça arrive. Du coup, elles réessaient. Si on rend ça concret. Prenons une situation. Je rate un entretien d'embauche. Comment je me parle? La voix habituelle, t'es nul. Tu te prépares jamais assez. Ça devait arriver. La voix autocompassionnée, C'est dur. Je suis déçue, c'est normal. J'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais. Qu'est-ce que je peux apprendre pour la prochaine fois? la première écrase. La deuxième, elle laisse de l'espace. Et dans cet espace, il peut se passer quelque chose de constructif. Tandis que dans l'écrasement, il n'y a que du silence et de la honte. Autre situation. Je dois rendre un projet et je procrastine depuis des jours. La voix habituelle. Paresseux! T'as encore rien fait, c'est pathétique. Je bloque. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai peur de mal faire? Est-ce que je suis fatigué? Qu'est-ce que je peux faire pour commencer, même petit? Ça change tout. Parce que là, on cherche la cause. On ne juge pas le symptôme. La procrastination, c'est souvent un symptôme. Peur, fatigue, surcharge. La juger ne fait qu'ajouter de la culpabilité. Et la culpabilité bloque encore plus. Donc l'autocompassion, c'est aussi plus efficace. C'est plus efficace, plus durable. Et en plus, c'est plus agréable à vivre. Pourquoi on choisirait la violence alors?
Parce qu'on ne connaît que ça. Parce que nos parents, nos profs, nos patrons ont fonctionné comme ça. Et parce qu'on confond exigence et dureté. Mais l'exigence, elle peut être douce. Je veux réussir. N'oblige pas à je me détruis si j'échoue. On a parlé de l'intérieur. Mais l'extérieur? Le regard des autres, il compte ou pas? Il compte, bien sûr. On est des animaux sociaux. Mais la question, c'est, est-ce qu'ils décident de ta valeur? Comment on fait pour ne pas dépendre du regard des autres? Déjà, on accepte qu'on va en dépendre un peu. C'est normal. Personne n'est complètement imperméable. Ensuite, on travaille à avoir une base solide. Un endroit en soi où on sait qu'on a de la valeur, quoi qu'il arrive. Même si personne ne le voit. C'est abstrait au début. Mais ça se construit. Par des petites preuves quotidiennes. Des moments où on tient ses promesses envers soi-même. Des moments où on se traite bien. Ça fait mal. Ça fait toujours mal. Mais si la base est solide, le rejet ne détruit pas tout. Il y a de la douleur, mais pas de l'effondrement. La différence entre cette personne ne m'aime pas et je ne mérite pas d'être aimé. Exactement. Le premier est une situation. Le second est une identité. Et on ne peut pas contrôler les situations. Non, mais on peut contrôler ce qu'on en fait. L'estime de soi, c'est ça. Un dialogue entre ce qui nous arrive et ce qu'on se raconte. On arrive vers la fin. Si les gens veulent commencer à changer quelque chose, par où ils commencent? Petit défi. Une semaine. 7 exercices simples. Jour 2. Pour chaque critique que tu te fais, cherche une reformulation bienveillante. T'es nul devient tu as essayé, c'est bien. Prendre conscience de ce mécanisme est la première étape. Jour 3. Fais une chose que tu remettais à plus tard. Pas pour le résultat, juste pour te prouver que tu peux compter sur toi. Tenir une promesse à soi-même est fondamental. Jour 4. Identifie une qualité que les autres apprécient chez toi. Écris-la. Regarde-la. C'est pour ça qu'on le fait, même si accepter ces qualités peut être difficile pour certains. Jour 5. Passe une heure sans réseaux sociaux. Sans chercher de validation, juste avec toi. Le silence a un effet puissant sur l'esprit. Jour 6. Écris une lettre à toi-même. Comme si tu parlais à quelqu'un que tu aimes vraiment, avec douceur et fierté. Lis-la à voix haute. C'est important. Jour 7. Fais un bilan. Qu'est-ce qui a changé? Pas tout, bien sûr, mais qu'est-ce qui a bougé? C'est accessible et c'est puissant. Cela ancre l'habitude. Et c'est ça le secret. Des petits gestes, réguliers. On arrive à la fin. Ça passe vite. Qu'est-ce que tu veux laisser comme message à ceux qui ont écouté? Que tu as déjà de la valeur. Là, maintenant. Sans rien changer. Sans rien prouver. C'est difficile à croire pour beaucoup. Oui. Mais ce n'est pas une question de croire. C'est une question de pratiquer. L'estime de soi, ça se cultive. Tous les jours. Comme un jardin, Exactement. Tu n'attends pas que les fleurs poussent sans rien faire. Tu arroses, tu enlèves les mauvaises herbes, tu donnes de la lumière. Mais tu ne t'arraches pas les plantes pour les faire pousser plus vite. belle image. Sois ton propre jardin, avec patience, avec soin. Et rappelle-toi, les critiques des autres, c'est du bruit. Ce qui compte, c'est ce que tu ressens au fond. Et même si ce fond est abîmé aujourd'hui, il peut se réparer. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode et appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne.
Votre soutien nous aide à créer des leçons encore plus utiles pour vous. Restez motivés, continuez à pratiquer et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt!